On a le plaisir d'accueillir François Declosé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. En direct sur RBS, on est également en compagnie de Jérôme Bernard. On va parler de votre livre « Le monde était à nous » qui vient de paraître aux éditions Fayard. Vous vous souvenez que vous étiez déjà venu dans nos locaux ? Je suis quand même un habitué. Je suis un habitué. Heureusement. Et comme écrivain, je ne suis pas un perdreau de l'année. Je dois avoir à peu près 25 livres à mon compteur. Donc à peu près chaque année, quoi. Comme Amélie Nothomb. À peu près, voilà, c'est ça, exactement. Plutôt tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Là, c'est un peu différent. C'est une enquête autobiographique où vous revenez sur votre propre histoire. Alors évidemment, vous commencez par votre enfance. Vous êtes né de bonne famille, mais sans le sou en 1933 dans une famille ruinée, mais famille nombreuse. Et vous expliquez que finalement, vous aviez très peu de jouets, mais beaucoup de livres. Oui, c'est cela. Une famille ruinée n'est pas simplement une famille pauvre. La pauvreté matérielle, c'est ce que nous avions en commun avec, je sais pas, des milieux ouvriers. Mais étant une famille ruinée, cela signifiait que nous avions une richesse culturelle. Chez nous, c'est vrai, on avait des vêtements rapiécés, certes, mais on ne faisait pas de faute de français, jamais. Bah, d'ailleurs, vous avez sorti un livre il y a 3 ans maintenant, non ? C'est ça, sur les fautes d'orthographe ? Sur les fautes d'orthographe, oui. Ouais. Ma mère ne faisait jamais une faute d'orthographe. Hélas, son fils, un de ses fils, moi, en l'occurrence, n'avait pas hérité du même don. Mais, et puis, cela veut dire aussi que, en tant que pauvres, nous étions déplacés socialement. Ouais. Et en exil social, il était entendu que d'une façon ou d'une autre, nous reviendrions à notre place. Ce qui n'est absolument pas le cas quand vous êtes dans une famille d'ouvriers où normalement vous devez rester là et celui qui réussit fait une ascension à un mérite extraordinaire, un mérite que je n'ai pas eu. Hélas, parce que je n'aime pas ça, mais oui, j'ai quand même été un héritier culturel, sinon un héritier matériel. Mais alors ça, c'était dit dans le milieu familial ou c'est finalement vos conclusions, le regard que vous avez porté sur tout ça Non, c'est le regard que j'ai porté parce que quand vous avez une enfance, il faut vous imaginer, nous étions une 10 dans un appartement qui devait faire 80 mètres carrés, sans salle de bain, sans eau chaude et avec vraiment des ressources très 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 faibles. Donc ma mère devait seule assurer toute l'intendance et elle en rajoutait parce qu'en plus elle avait en elle une âme de professeur et donc elle voulait apprendre à lire, à écrire à ses enfants. Elle voulait surveiller leurs études, vous imaginez. Donc jamais il n'y avait le temps d'un vrai contact, d'une intimité. C'est pourquoi je parle d'orphelinat familial. Ce qui a heurté certains de mes frères, je les comprends, mais un orphelinat assure à l'enfant le matériel. Mais ne peut pas lui donner ce plus qu'apporte la famille, qui est ce contact direct et intime, cette tendresse partagée avec les parents, que moi, j'ai pu, en tant que père, donner à mes enfants, mais que ma mère n'a jamais pu me donner. Donc j'ai eu le sentiment qu'il fallait sortir de là, parce que j'ai tout fait absolument. À 17 ans, je suis parti, pas en révolte contre ma famille, mais comme le plongeur en apnée qui doit à un moment donner un coup de pied au fond et sortir, dégager sa tête de l'eau pour respirer. Et donc j'avais aussi le sentiment que je n'avais pas été éduqué. Parce que l'éducation, ce sont les parents qui prennent le temps de dire à leurs enfants, de faire les leçons de morale, ces leçons de morale dont on oubliera le cadre et qu'on oubliera de suivre après, mais dont on se souvient. Mon père, ma mère me disaient ci, me disaient ça. Moi, ils n'ont rien eu le temps de me dire, ni de me dire je t'aime, ni de me dire tu dois faire ceci et pas faire cela. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien appris. Non, bien sûr. De toute façon, je n'ai pas le sentiment que c'est ce que vous dites dans votre livre. Mais c'est des choses que vous formulez aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de vous souvenir pour ce livre précisément de cette période-là, ça vous a permis de comprendre, de mieux comprendre votre vie ?
de la comprendre tout simplement parce que j'ai vécu sur une vision complètement fausse de ma vie. Ouais. Vous dites que vous avez longtemps... Les peuples, les individus se recréent une histoire qui les aide à vivre. Ouais. Moi, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire, j'ai vécu sur le postulat que j'étais né à 17 ans, quand j'avais quitté ma famille. Je me suis retrouvé seul, j'ai jamais reçu un conseil, jamais reçu un centime, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais heureux puisque plus personne ne me connaissait, alors que quand j'étais à Enghien, tout le monde savait que j'étais les deux closés, que les deux closés, c'était les purotins qui n'avaient pas d'argent. Là, personne ne me connaissait, j'étais heureux. Donc, tout ce qu'il y avait avant, ça n'a pas existé. Oui, vous dites que vous avez longtemps occulté toute votre enfance. Complètement. Et le seul problème, c'est que si je prends ma vie comme ça, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas qui est le suivant. C'est que je suis, d'une certaine façon, le triomphe absolu de l'orientation professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'à 40 ans, je vais faire ce pourquoi je suis fait, ce qui me passionne, ce que je fais bien, parce que ça correspond à mes talents, c'est-à-dire que je serai journaliste et écrivain. Il y a un problème, c'est qu'à 28 ans, mais pas à 18, à 28, je n'ai aucune idée en tête du journalisme, aucune de la science, aucune de l'économie, aucune de la télévision, mais et aucune justement, idée de faire des essais. Justement, peut-être, non ? Parce qu'on a l'impression, en vous lisant, que vous êtes à chaque fois attiré vers ce que vous connaissez pas. Comment peut-on arriver pile là où vous devez arriver, qui est le triomphe de l'orientation professionnelle, alors qu'à 28 ans, vous êtes complètement désorienté et vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire. Et voilà, là, alors il faut dire, j'ai eu de la chance, mais ça ne tient pas debout, parce que il y a au moins 4-5 moments où, hop, je prends une bifurcation et je vais vers cette bonne direction. Et, a priori, oui, c'est la chance. Or, qui peut gagner 5 fois de suite au loto? Je peux vous dire que celui-là, il se fait tout de suite appeler Arthur par la Française des Jeux, qui sait qu'il est autrichien. C'est pas possible. Bon, donc, comment tout cela a-t-il été possible? Vous parliez de hasard et de déterminisme, justement, dans votre livre. Oui, parce que le hasard peut prendre 2 formes. Le hasard, il peut prendre la forme de la chance. C'est le vainqueur du loto, il se retrouve avec ses millions, là, il n'a rien fait. Bon. Ou de l'opportunité. L'opportunité, c'est différent. L'opportunité, c'est une chance virtuelle. Je vous ai inscrit à tel concours. Ah oui, mais il faut que vous puissiez faire ce concours, et ensuite, il faudra le gagner. Hein ? Et donc, ce que j'ai eu dans ma vie, ce sont des opportunités. Oui. Et il se trouve que j'ai pu les saisir. Mais comment cela est-il possible ? Et une opportunité, pour la saisir, il faut n'avoir aucun projet. Il faut être disponible. Et moi, j'étais disponible parce qu'en raison de mon enfance, je n'avais jamais fait aucun projet. Et que, donc à 27 ans, 28 ans, je n'avais aucune idée en tête de ce que je devais faire. Donc j'avais donné sa chance à la chance. Ce qui allait se présenter, éventuellement, je voulais dire oui. La deuxième chose, il faut pouvoir le saisir. Et tout de même, j'avais tiré de mon enfance, ça fait paraît curieux à dire, puisque j'ai vécu les 10 premières années de ma jeunesse dans une bohème, on dirait que j'étais, pardonnez-moi le mot, un glandeur. Donc vous êtes un bon à rien, vous n'êtes pas capable. Mais en même temps, j'avais une force de travail extraordinaire, et ça s'est traduit par le fait que pendant 7 ans d'études supérieures, je n'ai jamais mis les pieds à un cours, je ne me suis fait aucun ami, je n'ai connu aucun professeur, mais je n'ai jamais travaillé plus de 2 mois par an, mais je n'ai jamais raté un examen ou un diplôme. Bon, moi, je vais y aller. Mais ce qui est drôle, ce que vous dites là, François de Closets, c'est que finalement, le fait d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire vous empêche de prendre les différentes opportunités qui s'offrent à vous. Mais évidemment, mon Dieu, heureusement. Donc n'orientez pas les enfants. Heureusement que je n'ai pas eu
une famille qui ait le temps de bien s'occuper de chacun de ses enfants. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce que tu veux faire, mon chéri? Ah bon, là, le petit jeune homme, il a 18 ans, lui montre tel métier, tel métier. Ah bon, je vais être avocat. Bon, bah alors tu vas à la fac de droit, tu passes tes examens, et puis hop, je serai devenu avocat. Ouais. Et devenu avocat ou devenu fonctionnaire ou devenu quoi? Jamais je n'aurais vu se présenter à moi les opportunités qui m'ont conduit là où je devais arriver. Qu'est-ce que je me serais embêté si j'avais été bien orienté. Parce que quand on vous lit, on se rend compte, vous avez eu 10 000 vies. Vous avez été apprenti comédien, animateur télé, journaliste, écrivain et même clown. Mais oui, mais parce que je sortais d'une réalité étouffante. Donc à 17 ans, j'ai voulu basculer dans l'imaginaire. L'imaginaire, bon, le théâtre, le cirque, beaucoup. J'adorais ça, là, je m'éclatais. Et le sérieux de la vie, c'était ces 2 mois que je consacrais à des études qui n'avaient aucune finalité autre que de me permettre d'avoir une bourse. Oui. Une bourse qui était un peu la base de mes revenus. Puis il y avait d'autres petits boulots, quoi. Mais la base, c'était la bourse. Et je n'ai jamais fait d'études que pour ça, hein. J'étais un étudiant fictif au même titre qu'on parle d'emploi fictif. Les gens qui sont censés avoir des emplois pour toucher le salaire, moi j'étais censé être étudiant pour toucher la bourse. Sauf que vous travaillez un peu quand même. Voilà, j'ai découvert par hasard qu'il me suffisait de m'enfermer 2 mois avec mes cours pour réussir mes diplômes. Bon, alors pourquoi pas, je peux bien sacrifier. Mais ça, c'est une constante. On voit que vous êtes un vrai bosseur avec une vraie exigence à chaque fois. Oui, c'est-à-dire j'ai découvert ce que je ne savais pas, que quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le ferai. Que ce soit une émission, que ce soit un article, que ce soit un livre, que ce soit un examen, je le ferai à bout, j'y arriverai. Ça veut dire que... Et ça veut dire que c'est 7 jours par semaine, c'est 20 heures par jour, peu importe. Une fois que je suis dedans, je suis un obsessionnel. Est-ce que ça veut dire que les premiers essais, les premiers livres que vous avez tenté de réaliser, qui n'ont pas abouti, enfin qui n'avaient pas abouti en tout cas au moment où vous les écriviez, vous ne l'aviez pas franchement décidé alors ? Cela veut dire que tous ces livres, toutes ces pièces de théâtre, tous ces poèmes, toutes ces chansons, tout ce que j'ai écrit pendant 10 ans, fondamentalement, ça ne correspondait pas à moi. Vous étiez en train de Et vous je chercher. ne pouvais pas l'aboutir parce que je me cherchais, je pensais que j'étais bon dans l'imaginaire, dans la fiction, il y avait que ça qui m'intéressait. Et en réalité, il fallait que je joue avec la réalité pour m'y retrouver. À certains moments, on a un peu l'impression de vivre la vie de Forrest Gump quand on vous lit. Il y a des choses qui paraissent tellement improbables. Et par exemple, ce moment marquant, 1964, c'est l'attribution du prix Nobel de littérature à Jean-Paul Sartre. Unanimité autour de la parution des mots quelques mois plus tôt, son autobiographie à lui. Et vous êtes envoyé sur le coup. Alors, à l'époque, vous travailliez à l'agence France Presse, il me semble, c'est ça ? Ouais. Je suis entré à l'agence France Presse, pas pour faire du journalisme. Je suis entré tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais marié à la comédienne, Danielle Lebrun, et donc elle travaillait le soir au théâtre. Alors si moi j'avais un métier dans la journée, on n'allait pas beaucoup se voir. Et donc par hasard à l'AFP, ils me disent oui, tiens, est-ce que vous voudriez venir couper corriger des dépêches au secrétariat de rédaction entre 6h et minuit? Mais c'est formidable, c'est exactement mes horaires. Et donc j'entre à l'AFP sans aucune vocation de journaliste. Et je suis là depuis quelques mois. À l'époque, je devais avoir plus d'une année. Et puis un jour tombe cette dépêche. Jean-Paul Sartre a un prix Nobel. Simplement, ça soulève la question parce qu'il l'avait laissé entendre. Est-ce qu'il va l'accepter ou est-ce qu'il va le refuser? Et c'était donc une interrogation mondiale. Et c'était l'heure du déjeuner. Je suis là, c'est pas mon boulot. On me dit, non, François, est-ce que vous savez où on peut joindre Sartre? Je dis non, mais je sais qu'il déjeune en général dans les brasseries de Montparnasse. Ah bon, vous pouvez aller voir. Alors je saute sur mon scooter, où est Sartre. Premier à Coupole, il n'y est pas, je donne un pourboire. Ah bah parfois il est au Select, je donne un pourboire, non il n'y est pas. Ah parfois il va à l'Oriental, à d'enfer, je fonce, j'arrive à l'Oriental et je vois Sartre, très beau voir. Mais je devrais me précipiter, mais ils sont en train de manger, c'est pas correct. Ah bah oui. Alors j'attends 10 minutes qu'ils aient fini leur petit salé aux lentilles, puis je m'approche, monsieur Jean-Paul Sartre, vous venez de recevoir le prix Nobel de littérature.
Ah bon? Oui, alors je voulais savoir, l'AFP, est-ce que vous l'acceptez? Non. Mais non, je le refuse. Ah, et je peux le dire? Mais oui, vous pouvez le dire. Et vous pouvez me donner les raisons? Non, je les réserve aux Suédois, par correction. Je me précipite, alors donc là, vous avez le scoop. Le téléphone était près des toilettes, vous savez, on descend à l'eau, flash. Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel, doit être, vous voyez, à peu près 13h45, quoi, chose comme ça. Je rentre à l'AFP, ça m'a amusé, mais ça me paraissait vraiment vous avez la conscience du scoop, quand même. Oui, pas terrible. Hein. Ouais, sans plus. Je ne reviens pas en triomphateur, parce que je trouve ça un peu dérisoire qu'on ait su un quart d'heure après, un quart d'heure avant, que ça peut bien faire. Et puis on me dit, bravo François, c'est très bien, 14h, 15h, la rédaction chef est submergée de coups de téléphone. Où peut-on joindre Sartre? Où peut-on? On voudrait avoir Sartre, Ah ben non, on sait pas. Et puis arrive 16h. Commence à flipper, là. Et on commence à me dire, dis donc François, t'es sûr? tu es bien sûr, il t'a bien dit. Et alors à 17h, on n'a pas de nouvelles de Sartre. Alors là, je me suis dit, je suis foutu. Il est évident que là, il est à délibération avec sa bande qui sont en train de le retourner, parce que tout de même, il y a l'argent, ça ne se refuse pas. Ouais. Et qui va apparaître en disant qu'il l'accepte. Et bon, il dira que ce jeune journaliste n'a pas fait la différence entre un conditionnel et un affirmatif. Je suis foutu, parce que la nouvelle, elle est partie sur toutes les radios, sur toutes et pas encore les télévisions, tous les journaux dans le monde entier, s'il y a AFP. Et l'AFP va être ridiculisée. Je vis la fin de ma carrière de journaliste, je ne pourrai jamais m'en remettre. Et à 18h, il apparaît à l'ambassade de Suède pour dire « je refuse ». Et dans ma tête, j'ai dansé la gigue, il refuse. Écoutez, des scoops comme ça... c'est plutôt à revers que vous l'avez vécu, le scoop. Quoi. Sur l'instant, c'était le... J'étais liquéfié. Mais c'est assez emblématique quand même du métier, c'est-à-dire réagir tout le temps et ne surtout jamais se tromper. Oui, et j'étais bien sûr, mais j'avais beau me repasser ça dans ma tête. Je me disais, oui, il me l'a dit, il m'a pas dit, peut-être, il m'a dit, vous pouvez l'annoncer. Mais entre nous, il était en tête-à-tête avec Simone de Beauvoir. S'il a décidé de changer d'avis et de dire que c'est le journaliste qui était un couillon, c'est pas Simone de Beauvoir, c'est mon seul témoin, c'est pas... Ah non, ça a été affreux. Ça se trouve, c'est vous qui l'avez influencé, c'est-à-dire il avait peut-être envie de l'accepter, mais finalement il s'est dit, je peux pas faire ça. Ce jeune journaliste. Voilà. C'est pas possible. Faut que je donne une véritable information à ce petit jeune homme. Est-ce que c'était le même rythme après, quand vous étiez journaliste scientifique ou journaliste sociétal, économique? Est-ce que c'est la même approche du métier après? Oui, l'approche du métier, moi je l'ai eue, là encore, des conditions absolument extravagantes. Comme je vous ai dit, je suis entré à l'agence France-Presse, pas du tout pour être journaliste. Et tout à coup, il s'est trouvé qu'il y avait des conditions très particulières. C'était la fin de la guerre d'Algérie, c'était le terrorisme de l'OAS. L'OAS avait fait savoir qu'il n'accepterait plus les envoyés spéciaux de l'agence France-Presse. Plus accepter, vous comprenez ce que ça veut dire. Sûr, Et l'agence France-Presse ne pouvait ne pas avoir d'envoyé spécial. Il lui restait à trouver un anonyme, un journaliste qu'on ne connaissait pas. Alors moi, qui avait fait que corriger des dépêches, me dit, est-ce que tu veux partir pour Alger? Je dis, oui, tout de suite. Je dis, non, demande à ton épouse. Vous me donnez votre réponse dans 48 heures. Je dis, il n'y a pas de problème, je pars tout de suite. Je sais pas. Et je suis arrivé à Alger. Le premier reportage que j'ai fait de ma vie, la première fois où j'ai mis le nez dehors pour couvrir un événement, je tombais en plein carnage. Il y avait 60 morts sur les docks d'Alger à la suite d'une voiture piégée. Ça a été mon premier choc. Et après, alors, pendant 2 semaines, c'était une folie. La vie à Alger pour couvrir ces événements. Enfin, il y avait certains jours à Alger, il y avait 5 morts par attentat, 1 mort par attentat toutes les 5 minutes. Hein. Ça a été une période de paroxysme. Et là, oui, j'ai pris la drogue de l'information. Alors, après, dans l'information scientifique, il y avait un travail de fond permanent.
Je travaillais comme un fou, étant pas scientifique, pour être Compenser. capable d'être journaliste scientifique. Mais ensuite, il y avait les événements. Alors, et là, on retrouvait cette tension. Figurez-vous que Apollo 13, quand il y a eu ce drame, peu après le départ, et ce voyage qui n'en finissait pas dans ce vaisseau spatial sinistré, et jusqu'au bout, on a eu peur, on s'est demandé ce qui se passait. Oui, il y avait des moments de tension tout à fait extraordinaires. Alors, on l'a dit, François de Closets, vous avez toujours été un vrai bosseur avec cette exigence que demande aussi le métier de journaliste. Et en même temps, vous avez quand même toujours vécu une vie de bohème. Les deux allaient ensemble ? Oui, c'est-à-dire, j'ai quand même dû à un moment choisir. Et ça s'est fait en quelques heures. C'était en 1957. Donc, ma vie, c'était la vie de bohème. Et avec cette rupture qui était les 2 mois à préparer les examens. C'est au moment où vous acceptez de faire les Voilà. discours. Et là, non, c'est... À Sciences Po, il se trouve que j'étais obligé tout de même de mettre les pieds à l'école une fois tous les 15 jours pendant 2 heures le matin pour ce qu'on appelait une conférence de méthode. On était un petit groupe et avec un professeur, et en l'occurrence c'était Jean Le Garret, qui était député et conseiller municipal de Paris. Et donc moi, ce qui m'intéressait en 57, c'est qu'avec les copains, on avait décidé de monter « Voulez-vous jouer avec moi ?» qui était une pièce, mais c'était une sorte d'entrée de clown écrite par Marcel Achard, qui était un des grands dramaturges de l'époque, qui avait été créé par Pierre Brasseur et Arletty, s'il vous plaît. Et simplement, c'était idiot, parce que c'était des clowns qui jouaient sur une scène de théâtre. Nous, on allait être les clowns dans la piste, bien sûr. Et on avait vu Marcel Achard, qui nous avait soutenus, et on répétait ça. Donc j'étais déjà, moi, dans mon idée, le clown Croxon. Et je reçois un coup de téléphone de Jean Le Garret me disant « Mon ami Marcel Lévesque vient d'être élu président du conseil municipal de Paris. » Vous savez, il n'y avait pas encore de maire à l'époque. Oui. Et il a besoin de quelqu'un à son cabinet. Est-ce que vous accepteriez d'entrer à son cabinet? Alors, évidemment, et ça devait se faire tout de suite. Et vraiment, vraiment, l'idée de renoncer à cette tournée, mais c'était pas possible. J'ai mis quelques heures à finalement me dire non, écoute, il faut être sérieux. Et j'ai troqué l'habit de Croxon pour un costume 3 pièces et une cravate dont je ne savais pas faire le nœud d'ailleurs à l'époque. Et c'est là vraiment qu'a été la bifurcation de ma vie. Ouais. Et alors ça paraît complètement idiot parce que tous les élèves de Sciences Po, mais ce serait damné pour avoir cette proposition. Hein. Et elle m'arrivait à moi, et loin de me précipiter dessus, ma première réaction c'était de dire bah, je peux pas, je fais la tournée. Et quand même, c'est là quand même que ma vie a quand même assez bifurqué. Mais je dois être le seul au monde qui ait jamais dû faire le choix entre faire le clown ou entrer dans un cabinet ministériel. C'est ça qui est surprenant dans votre parcours, c'est qu'on a l'impression qu'il vous arrivait plein de choses extraordinaires. Enfin, vous racontez des choses passionnantes, et on a le sentiment que vous les avez vécues pleinement, avec beaucoup d'envie, de générosité, de gourmandise, mais en même temps, on ne ressent pas forcément cette gourmandise. On a l'impression que ça vous arrive comme ça, puis ça vous oblige à faire un choix, vous le faites, mais derrière, il n'y a pas forcément un engouement, on ne le ressent pas forcément dans l'immédiat. Je n'ai en moi aucune ambition sociale. Je n'ai aucune envie de me faire reconnaître, aucune envie de revanche. Je voudrais l'avoir. Pour prendre cet exemple, une fois que j'ai été connu, j'aurais pu retourner à Anquin-les-Pins où j'avais été quand même vécu un peu dans l'humiliation et dire voilà ce que je suis devenu. J'avais remis les pieds à Anquin-les-Pins, bien sûr. J'ai aucun compte à régler. Et surtout, mon enfance a fait que je ne me suis jamais donné une place dans cette société. Je ne me suis même jamais imaginé mon avenir. Hein? Et j'avance sans avoir aucune vision d'avenir. Je vais vous donner un exemple. J'ai découvert, mais 30 ans après avoir quitté Sciences Po, et les gens m'ont dit, mais pourquoi tu as fait l'ENA? J'ai dit non, je n'ai pas présenté l'ENA. Bon, alors, pour situer les choses, j'avais à mon actif un bac
un doctorat de droit public mention bien, et je venais, sans le savoir, je l'ai découvert 50 ans après, de sortir dans les 10 premiers de Sciences Po. Bon, je ne le savais pas, je l'ai découvert 30 ans après. Et donc, tout individu normalement constitué, à ce moment-là, se pose au moins la question, est-ce que je vais à l'ENA, je présente l'ENA ou pas ? Il se projette. Eh bien, je découvre 30 ans après que je ne me suis pas posé la question. J'avais décidé que je partirais au service militaire. L'ENA, j'y ai pas pensé, je savais à peine ce que c'était. Et comme je ne parlais à aucun copain à Sciences Po, personne ne m'en avait parlé, j'ai grillé, sans même le voir, la case ENA. Heureusement, vous ne voyez pas si jamais j'avais été reçu, ce que je me serais embêté toute ma vie. Hein. Mais, vous comprenez, ça paraît ahurissant. Et donc, tout m'est advenu comme par inadvertance. Ah bon, ça ? Ah tiens, pourquoi ça ? Mais j'en ai été follement heureux parce que ce que j'ai choisi, comme ça, ce sont des choses qui me correspondaient, qui m'ont révélé. Vous comprenez ? Si j'avais pas eu ce parcours, à l'heure actuelle, je ne saurais toujours pas tout ce que la science peut m'apporter. Je ne saurais pas la passion que j'ai pu avoir pour la science, que je peux la comprendre, que je peux l'expliquer. Je ne saurais rien de tout ça. Donc, je suis très heureux que les choses me soient advenues comme ça. Mais j'ai jamais eu de projet. J'ai jamais eu envie de prendre ma place dans cette société. Pour prendre cet exemple, à plusieurs reprises, ça, on m'a proposé toutes les décorations. J'ai jamais accepté une décoration. Enfin, ça me fait rire, l'idée. Là, attention, pas par anarchisme bête. Hein. Si j'avais mérité la médaille de la résistance, elle serait là. Il ne s'agirait pas d'en rigoler. Mais bon, les médailles, les reconnaissances de notabilité, les décorations, ça me fait rire. Jamais j'ai ambitionné, je sais pas, d'entrer à l'Institut ou quoi, ou d'être ministre, ou tout ça, c'est pas possible. Merci beaucoup François de Closet d'avoir été notre invité en direct ce matin. Le livre s'appelle « Le monde était à nous ». Il est plus à nous aujourd'hui ? Non, il n'est plus aux jeunes. Et mon histoire, la différence entre les jeunes qui vous est arrivé pourrait plus arriver aujourd'hui, c'est que moi, j'étais pauvre, j'étais seul, je savais pas ce que serait mon avenir et j'étais heureux. Cette incertitude du lendemain avait le goût de la liberté. Aujourd'hui, les jeunes, dans ma situation, parce que la société s'est fermée à eux, ils vivent dans la frustration, dans l'angoisse et dans la rage. C'est ça, le monde, notre société n'est plus à eux. La société dans laquelle je suis entré était une société pauvre, mais de croissance, qui ne se souciait pas de faire des emplois pour les jeunes. Et tout naturellement, dans la croissance, il y avait de la place pour les jeunes, à condition effectivement qu'ils travaillent, qu'ils se battent pour faire, mais il y avait des places. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les jeunes, tout simplement parce que nous sommes une société de vieux, une société de riches, qui est en train de devenir pauvre, et qui se referme sur elle, et qui fait des emplois pour les jeunes, tout simplement parce qu'elle ne leur fait pas leur place. Merci beaucoup François de Closet d'avoir été notre invité en direct sur RBS.